thoughts on Ontario possibly using the notwithstanding clause to end a teacher strike? Do you think that's... Look, the use of the notwithstanding clause is very serious. It de facto means that people's rights are being infringed, and it's being justified using the notwithstanding clause. And using it preemptively is exceedingly problematic. It cuts off both political debate and judicial scrutiny. And both of those are problematic in our democracy. Both are essential parts of our democracy. So how will you be responding? You're responding with words, but how are you going to be responding in the courts? I'm going to take a look at how and when it's used, but certainly that's an option. Pourquoi c'est problématique de l'utiliser de façon préventive? Parce que c'est un droit? C'était pas conçu à l'époque pour être employé au début. C'est le dernier mot, pas le premier mot. Pourquoi c'est important? Parce que ça évacue le processus politique. Le jugement de la Cour supérieure au Québec l'a dit clairement dans l'affaire, le projet de loi 21. Ça coupait, ça diminuait, ça réduit le débat politique sur l'enjeu. Et puis, ça coupe aussi le contrôle judiciaire. Donc, le rôle clé que les tribunaux ont dans notre système de regarder ce qui se passe et de faire des évaluations. Vous l'avez dit, ça a été utilisé dans 21 aussi, ça vous avait préoccupé. Est-ce qu'on peut penser qu'Ottawa pourrait faire une espèce de recours, un renvoi, préventif, pour discuter de l'utilisation de la clause dérogatoire? Pour l'instant, on suit le processus au Québec. La Cour d'appel de Québec va écouter les arguments et on l'a déjà dit, on va attendre la décision de la Cour d'appel et puis on ira à la Cour suprême après. Can I just clarify, when you said you wanted to look at whether or not you need to challenge or look at the use of the notwithstanding clause, do you mean in general or did you mean in this particular instance in Ontario? As a preemptive move. The notwithstanding clause is there. It was negotiated. I am sadly old enough to remember when this was happening. I was a university student. And it was included towards the end of that process, and it was included as a safeguard to guarantee parliamentary supremacy, but as the last word. If you use it as the first word, it has the impact of reducing political debate, cutting off political debate. It's effectively like a kind of closure for political debate, and it completely eviscerates judicial scrutiny. There's a very clear set of steps in the Charter. You start with this substantive set of rights that are protected from sections 2 to 7 and then section 15. Then you move to the balancing clause, which is section 1, and then after you get a court decision, at the very least, you might think about the notwithstanding clause. If you use it at the beginning, none of that analysis happens. So are you going to challenge the Ontario government's decision to use this in this instance? I'm going to think about that. We have a case going on in Quebec on what Anglophones call Bill 21, la loi 21 en français. That is currently in front of the Quebec Court of Appeal, and we'll make a decision once that decision is out. Sur un sujet autre, les Autochtones, la semaine dernière, la Chambre des communes a approuvé une motion unanimement reconnaissant ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones comme un génocide. Pas un génocide culturel, comme vous disiez dans le passé, un génocide. J'aimerais savoir, dans un, c'est la première fois que votre gouvernement a fait cette reconnaissance. Quelle peut être la répercussion en droit d'une telle reconnaissance? On est en train d'étudier les conséquences possibles. Ce qui est important de souligner, c'est que les écoles, les pensionnats autochtones, c'était désastreux pour les peuples autochtones, génération après génération. Et donc, on est en train de reconnaître à chaque étape les dommages qui ont été faits. Pourquoi ce changement? Vous n'aviez jamais voulu reconnaître ça? M. Trudeau disait qu'il y a des conséquences légales internationales à reconnaître un génocide. Pourquoi ce changement? Oui. Je crois que c'est la force ou l'élan, la force des choses, l'élan. Avec chaque cimetière, avec chaque pensionnat, on voit des dommages. Et donc, c'est important pour nous de vraiment chercher les solutions
comment améliorer. C'est le travail que le ministre Miller est en train de faire pour appuyer justement les communautés autochtones. C'est le travail que je suis en train de faire avec l'interlocutrice spéciale, ainsi que mon appui pour le ministre Miller dans ses démarches, la ministre Haïdou dans ses démarches, le ministre Vandal. Donc, c'est un projet du gouvernement entier et il faut vraiment, en tant qu'obligation morale, aller de l'avant. Comments about what's happening in Ontario with the invocation of the notwithstanding clause and forcing teachers to go back to work. Any comments about that? It's a travesty. And I think what I find particularly offensive about it is just the cavalier manner in which it's used. It's an affront to democracy. I mean, the notwithstanding clause is meant to be used in the most extreme of circumstances. Workers have a freedom to strike. Workers have a right to strike. It is fundamental and it is protected by the Charter. And any time those rights and freedoms are threatened, that is a very serious matter. So I'm speaking with the Attorney General about it now. Certainly it is something we are very focused on, and we are watching it very carefully. What do you think the government can do about it? I'm working with the Attorney General on that. What's your advice to workers who might be afraid that they might have like this $4,000 a day penalty if they do strike, and in the midst of this notwithstanding clause being invoked, should they go out on the picket lines and strike? What's your advice to them as This Labor is Minister? where I get into, first of all, the fact that I'm a federal labor minister and not a provincial one, and secondly, leave things at the table where they should be. I don't want to make any comments that in any way prejudice any table, whether they be mine or anybody else's. But I will say, on the notwithstanding clause, it is offensive. Are you worried that this is going to become a more normal practice for governments, provincial governments, or a future federal government if they don't get the deal they want at the We're bargaining seeing a table? trend, aren't we? Do you think the Supreme Court should be called to clarify in what circumstances this can be used, this clause can be used? I'll leave that with the Attorney General. He'll have a better grasp on that than me. I mean, this is more of my own personal feeling, not only as a Labour Minister, but as a Canadian. Anyway, merci. Thank you. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le gouvernement a politisé le convoi? C'est pour moi, et c'était un temps tellement délicat, un temps tellement difficile, c'était tellement émotif. Et pour moi, à ce moment-là, c'était une situation aussi dangereuse. Et alors, pour moi, non. Je pense que à ce moment-là, on a essayé de réduire les tensions, de réduire les pressions, aussi de dire qu'il y a des types d'actions qui n'étaient pas acceptables pas du tout. Et l'action ici, à Ottawa, autour le Parlement, c'était pas acceptable. La violence, l'agression physique et verbale, c'est pas acceptable. Et pour notre côté, non. Je pense que non. Donc vous n'êtes pas d'accord pour dire que le gouvernement a peut-être exagéré un peu la menace pour pouvoir ensuite absolument. légitimer le... Pour quelqu'un qui habite ici, à Ottawa, clairement, c'était une situation vraiment difficile. Et c'était pour moi, chaque jour, d'arriver ici à Ottawa, avec l'agression à l'extérieur, avec le lawlessness à l'extérieur, c'était vraiment quelque chose que j'ai jamais vu dans ma vie. Et c'était pas acceptable. Merci beaucoup. Merci. When are you going to be meeting with territorial and provincial health ministers to talk about money? We're meeting on Monday and Tuesday next week. We all look very much forward to that first meeting in person, although we've had, I think, a total of 10 meetings over the last few months virtually. That's going to be important because our healthcare workers are tired, exhausted. Many of them have left. Many of them, unfortunately, are sick. And we need to work for them so that they can care for others. The Prime Minister said repeatedly during the pandemic that you would come to the table to discuss money with the provinces afterwards. Are we at that point yet where you were ready to have those conversations? So our relationship is based on 3 R. First, respect. Second, responsibility.
and third, results. Respect for jurisdiction, because although we have different roles, we need to acknowledge that in practice. Responsibility, because we share the same responsibility to look after the same people with the same dollars, and finally, results. And that's why we were going to focus next week on the results that we want jointly to achieve with the appropriate additional funding that the Prime Minister already referred to. Mais pour les patients, M. Duclos, il n'y a pas tant justement d'y aller et de s'entendre sur les transferts en santé. En Alberta, au Québec, je veux dire, les hôpitaux sont en crise. Est-ce qu'il n'y a pas tant un peu de s'entendre et de mettre de côté un peu la liberté politique? Bien, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs mois déjà. Je pense que tout le monde sait à quel point le gouvernement canadien a investi et continue d'investir significativement pour lutter contre la COVID-19, qui est toujours parmi nous. Au Canada, présentement, il y a à peu près 10% des lits d'hôpitaux, y compris au Québec, qui sont occupés par des gens qui ont la COVID-19. Donc, tout ce qu'on fait en matière de vaccination, en termes d'accès à des traitements comme le Paxlovid, les tests rapides, tous les équipements qu'on distribue pour prendre soin des gens et éviter qu'ils se retrouvent à l'hôpital si on continue à le faire. Mais en plus de ça, on a investi il y a déjà quelques semaines, et ces investissements ont présentement cours, 2 milliards de dollars en plus pour réduire les retards en matière de chirurgie et de diagnostic. Parce qu'une des raisons pour lesquelles les hôpitaux débordent maintenant, c'est qu'il y a eu beaucoup de retards accumulés au cours des derniers mois en raison de la COVID-19, des retards de chirurgie, de diagnostic qui empirent les conditions de gens. En plus, les gens n'ont pas accès à un médecin de famille dans beaucoup de cas, ce qui fait en sorte qu'ils se retrouvent à l'hôpital, à l'urgence, où ils ne sont pas traités comme ils devraient être traités s'ils avaient eu accès à des médecins de famille et à des traitements préventifs. Est-ce que vous pourriez avoir des ententes province par province ou vous voulez une entente avec toutes les provinces? Alors, la semaine prochaine, on discute des résultats, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. On sait déjà ce qu'il faut faire. Ça fait des mois qu'on écoute les experts, ils se sont prononcés, on sait exactement les choses qu'il faut mettre en place. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les ministres de la Santé s'entendent sur les mesures à mettre en place. Alors, on va convenir de ça à nouveau la semaine prochaine pour préciser les résultats qu'on veut attendre. Et ensuite, bien, comme le premier ministre l'a dit, il y aura du financement additionnel à celui qui a déjà été mis en place et celui qui a déjà été annoncé au cours des prochains mois. Sur la pénurie des médicaments pour les enfants, ça fait quelques semaines que ça dure. Qu'est-ce que vous dites aux parents qui ne sont pas capables de trouver les Advil pour leurs enfants sur les étagères? Qu'est-ce que vous leur dites? Ça fait quelques semaines que ça dure. Bien, on leur dit deux choses. La première, c'est qu'ils peuvent compter évidemment sur leurs pharmaciens. Les pharmaciens sont les professionnels de la santé que les gens voient le plus souvent en matière de santé, 5 à 10 fois plus souvent que leur médecin de famille. Donc, un enjeu, on va voir son pharmacien. Le pharmacien a souvent des idées, des suggestions que les familles peuvent utiliser pour reconnaître cette crise qui existe. C'est une crise qui est préoccupante parce que, évidemment, quand on a des jeunes enfants, on veut que nos enfants aient les médicaments nécessaires pour réduire leur souffrance, atténuer les symptômes et éviter de se retrouver à l'hôpital ou à l'urgence pour prendre soin de ses enfants. Alors, donc c'est le premier conseil qu'on donne aux parents, d'aller voir leur pharmacien. Nous, en parallèle, évidemment, on travaille très fort et le message est très clair avec les compagnies pharmaceutiques qui doivent faire leur travail pour que les familles aient accès aux médicaments dont ils ont besoin. Est-ce que l'étiquetage ça a été utilisé à votre connaissance, l'étiquetage au niveau de la langue, l'exception qui peut être utilisée, mais toujours le bord de mettre une feuille à part là, en français. Est-ce que ça a été utilisé à votre connaissance? Puis si ça n'a pas été utilisé, comment vous l'expliquez? Un, ça a été utilisé, et deux, ça peut être utilisé toujours dans le respect des deux langues officielles. Pour l'instant, c'est surtout en milieu hospitalier que les médicaments additionnels qui ont été envoyés par les compagnies pharmaceutiques se sont retrouvés avec des indications dans les deux langues pour que les professionnels de la santé en milieu hospitalier puissent se servir des produits. Est-ce que ça devrait être utilisé plus, selon vous? La flexibilité est là. Toutefois, la règle est toujours la même. Il faut que les familles puissent utiliser ces produits en sécurité. Merci. Merci. Unanimement à la Chambre disant ce qui s'est passé dans les écoles résidentielles, c'est un génocide. Pas un génocide culturel, génocide. Oui, je ne sais pas ce que j'ai dit. École résidentielle. Oh, excusez. La translation française. C'est la première fois que votre gouvernement abandonne le mot culturel pour aller juste sur le mot génocide. Pourquoi ce changement de position? Bien, c'est vous qui le dites que c'est un changement. D'abord, la référence au génocide culturel provient des conclusions sur la comité Vérité et Réconciliation. Je pense que dans les circonstances, puis si on revient en arrière, les circonstances dans lesquelles
la commission trouvait une conclusion de génocide culturel, c'était, et puis j'en ai parlé en fin de semaine avec Murray Sinclair, c'était qu'il n'était pas permis de trouver un génocide tout court. Puis je pense que dans le livre de Murray Sinclair, si on revient en arrière, il le reconnaît. Et donc, il était limité. Il était limité en soi par le gouvernement de l'époque, évidemment le gouvernement conservateur. Si on regarde les éléments qui composent le génocide, je pense que tout est là pour en venir à cette conclusion. Le premier ministre, d'ailleurs, l'avait reconnu en répondant au rapport de l'ANFADA. Donc, vous dites un changement de position, c'est pas quelque chose, à mon avis, qui a changé en tant que tel. Okay. Mais en même temps, je me souviens des questions qu'on a posées au premier ministre sur la Russie, je pense, l'invasion de l'Ukraine. On leur demandait de reconnaître que c'était un génocide. Puis M. Trudeau était réticent en disant qu'il y a des conséquences dans le droit international de reconnaître un génocide, ce qui le rendait craintif de faire une telle détermination. Est-ce qu'il n'y a pas ces mêmes défis-là par rapport aux pensionnats? Ben, vous en ferez l'analyse vous-même. La convention, c'est moi l'avocat, raté, puisque je suis ministre puis politicien maintenant, mais la réalité dans tout ça, c'est que oui, il y a une convention sur le génocide. Pour une conclusion de génocide, puis un constat de fait de génocide, comporte une obligation positive des États membres d'intervenir, de faire quelque chose. Quoi, on ne le sait pas. Puis si vous regardez toute la jurisprudence puis les actions des États membres depuis qu'on a trouvé des génocides, vous pouvez vous poser des questions sur la forme puis le fond de cette intervention positive. Mais pour une des rares fois dans le droit international, la reconnaissance en tant que telle d'un génocide oblige une action internationale. Donc, on parle de nuances juridiques, je vous en conviens, mais c'est l'importance de trouver cette conclusion, surtout avec l'évolution du mot en tant que tel. Puis là, on revient... Juste comprendre ce que vous me dites. Est-ce que vous dites que c'est les autres États qui doivent reconnaître le génocide pour qu'il y ait cette obligation? Quand il y a une reconnaissance de génocide par un État membre, qui est signataire de la Convention sur le génocide, il y a un devoir positif. Envers le Canada de faire quelque chose de cet État. Puis, évidemment, quand on parle de la durée de temps, puis le fait que c'est quelque chose qui s'est déroulé au cours de plusieurs siècles, tandis que le mot génocide, c'est une définition assez récente dans notre linguistique, puis dans le droit, on peut se poser des questions sur quelle est cette obligation positive de la part des États membres. De la part du Canada, si j'ai bien compris. De la part du Canada, mais aussi des États membres qui reconnaissent que le génocide à l'international. Donc, quand on fait une reconnaissance de génocide à l'international, il y a une obligation positive selon la Convention sur le génocide. OK. Ben, merci. Merci. Oh, and Ms. Bennett, can I ask you about genocide? The recognition last week that it was a genocide in residential schools. It was a unanimous vote in the House of Commons. Yeah. But why the change of position? Because in the past you refused to. Can you just come closer? You refused in the past to recognize that it was a genocide. You talked about cultural genocide, but never just a genocide. What changed? Well, I think that we have always thought that those definitions would be made by academics and people who understand international law. I think that it's a matter of all of us knew, and I think I've been saying this all along, that those little crosses outside the schools, that people knew that people died, and that there were policies that really harmed children and but you knew that and their 2 families. years ago. I mean, what But changed? I think it was, again, I think that we felt that that the commission, in terms of the TRC, had called it cultural genocide. The commission on MMIWG had called it genocide. There were many, many academics studying this and determining it, and I think we felt it wasn't up to us to decide, but now I believe that there has been a consensus since the discovery of the unmarked graves, and that now is the feeling that our society is looking on that chapter, What's that the very legal dark chapter. consequence of that?
of recognizing it to be a genocide? I think that, again, it'll be the international bodies that will look at this, but I think in people's hearts, people feel terrible about these terrible policies that were part of colonization. Thank you. I would say that nothing's off the table. At the end of the day, we want to ensure that the Canadians have transparency in terms of how financial institutions and others are actually working towards a net zero future. At this stage, we're working through that with the advisory board that we've stood up. We're working collaboratively with financial institutions. That's obviously the preferred approach. Later this week, we're going to see an economic update. A lot of people may be expecting Canada's response to, or we've talked about Canada's response to the IRA in the United States. What do you think should be Canada's priorities in responding to that act? What are the biggest discrepancies that you think need fixing? Well, I would just start by saying, as we said, we welcome the IRA. I mean, it was the first time that the Americans have actually done something concrete on climate change in 6 years, and we salute the work that they've done. A lot of it was catching up to what Canada's been doing for 7 years, which is working on the climate file. But I would say there are some areas where the Americans have, at least from a tax perspective, gone beyond us, and we have to look at those. I wouldn't want us to do a knee-jerk reaction. We need to do sort of thoughtful consideration of all of the different elements of the Canadian Climate Plan. But what I would say is certainly you would have heard that in the area of hydrogen, for example, there is concern about the way in which the tax credits in the United States work. We're alive to that, and my hope is that we will have something to say about that in the fall economic statement. There's also some concern that Canada's own tax credits for clean energy are out of whack with the tax credits that are being offered to fossil fuels. Do you think that needs to be corrected? Well, I would ask folks what they mean by tax credits to fossil fuels, because we've actually eliminated it's either 8 or 9. You're introducing a giant tax credit for fossil fuels. No, we're introducing a tax credit that's about emissions reduction. It's still the fossil fuels. Yeah, it's emissions reduction. At the end of the day, a focus on emissions reduction is not a subsidy for fossil fuels. Every sector of this economy needs to reduce its emissions. The government is working with every sector, whether it's the steel sector, the aluminum sector, the oil and gas sector, buildings and transportation, to ensure that we're making those reductions. To isolate the oil and gas sector and say that the government doesn't have a role to play in reducing emissions is simply inconsistent with the way that we're actually addressing this across the board. But shouldn't the tax credits to create clean energy be on par with the tax credits to make fossil fuels cleaner? And as I say, we've done a lot with respect to incenting clean tech. It's something I actually know a reasonable amount about because I used to be in the sector. But certainly we recognize that we need to continue to do more to incent not just the development, but the deployment of clean technology, including carbon capture and sequestration. Monsieur Wilkinson, est-ce que le 8,5 milliards en subventions aux énergies fossiles est allé uniquement à la réduction, à les aider ces entreprises-là à réduire leur gaz à effet de serre, vraiment? Nous devons réduire les gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l'économie. Oui. Et ça inclut le secteur du pétrole, ça inclut l'acier, l'aluminium et tous les secteurs de l'économie. Et le crédit de taux de captage de carbone, c'est une chose qu'on peut faire pour réduire les gaz à effet de serre dans le secteur du pétrole, mais aussi pour les fertiliseurs, pour le concret, pour les autres industries. Mais bien sûr, nous devons faire les investissements pour assurer qu'on peut déployer l'énergie, les technologies propres dans tous les secteurs de l'économie. Merci beaucoup. Okay, thank you. I want to ask you about banks and their net zero commitments. How's your government going to move on that? Like, they're making these promises, there's criticism that they're not really falling in line and they're not going to deliver on them. Would you consider mandating these banks to meet the 2030 targets and the net zero targets? We're looking at a number of options. As you know, we've put the Ministry of Environment and Finance have put together an advisory council to help guide us through this, which is composed in part of people coming from financial institutions. There are a number of different organizations involved in that. They're the Superintendent of the Office of the Superintendent of Financial Institutions. There's the Provincial Autorité des Marchés Financiers. I never remember this one in English. The organization regulating stock exchange. So there's in the investor field, there's a lot of things to look at, but we are looking at that. And as you've seen from our approach, I mean, we are looking at regulating when we need to. We're doing it with the auto sector on zero-emission vehicle. We're doing it on electricity with the Clean Electricity Standard. We're doing it with the oil and gas cap. We're doing it on methane. So if we need to, it's certainly an option that we're looking at.
Okay. And Thank so you. when do you think you'll make a decision about whether you need to step in and take and impose a clean bank standard or something like that? I don't have a clear timeline for you at this point. Thank you. Minister, would you consider your presence on Twitter, given the changes that have been made to that organization in the last couple of weeks? Frankly, it's not something that I've thought about a whole lot. I think we'll see what changes come and what this new administration means for the social media. Thank you. Merci. Gaz, sur l'immigration, votre collègue, M. Fraser, vient d'annoncer les prochains niveaux pour 2025, 500 000. Pour le Québec, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça vient ajouter une pression de devoir choisir entre garder le seuil que le gouvernement Legault s'est fixé ou choisir pour son poids démographique, finalement? Moi, je pense que c'est une opportunité pour le Québec. Actuellement, je pense que à peu près 100% de la nouvelle main-d'œuvre viennent de l'immigration. Et il y a des besoins criants partout à travers le pays, incluant au Québec. Donc, je l'ai mentionné plusieurs fois, c'est évidemment Québec qui décide du nombre d'immigrants qu'il va accueillir, en très grande partie. Alors, s'il veut l'augmenter, il a cette opportunité-là de le faire et d'avoir 100% des immigrants qu'il accueille qui soient francophones. C'est lui qui décide là-dessus. Oui, vous l'avez déjà expliqué qu'il peut aller jusqu'à 28% selon l'accord Canada-Québec en immigration. Par contre, M. Legault, en disant « nous, c'est 500 000 », that's it, si je paraphrase, ils n'ont pas l'intention d'aller jusqu'à 28%. Bien, je ne peux pas présumer de la décision de Québec. Il peut évidemment faire le choix qu'il veut à ce niveau-là. Puis nous, de notre côté aussi, on a un effort supplémentaire à faire pour attirer plus d'immigrants francophones à l'extérieur du Québec. Moi, comme francophone, je veux plus d'immigrants chez nous, plus d'immigrants francophones, mais pas juste au Québec, à l'extérieur du Québec aussi. Il faut regarder l'ensemble de la situation. Mais si Québec augmente